Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième Gonecast de cette saison. Marlon est un petit peu malade, alors c'est moi qui le remplace ce soir. Alors ce soir, bien évidemment, on va parler d'une semaine charnière pour l'Olympique Lyonnais, cette première, on va dire, semaine un peu compliquée, même très compliquée pour Silvino, avec l'entame de la Ligue des Champions, le match contre Paris et bien sûr la Ligue 1 demain contre Brest qu'on va évoquer. On va ce soir donc parler de tous ces sujets avec Yanis. Salut Yanis. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que tu es prêt à parler de ton joueur préféré, Lucas Touzard? J'aimerais pas en parler, mais malheureusement, vu qu'il joue, il faut en parler. Donc on va en parler. Très bien. Avec Yanis, on aura Olimas, l'habitué des Goncasts. Comment tu vas, Olivier? Ça va très bien, toujours un plaisir d'être ici. Et Yaman qui est avec nous aussi, un habitué. Salut Yaman. Salut. Comment tu vis cette période compliquée de Oussama Aouar? C'est compliqué, comme tu l'as dit. On va en parler, messieurs. Donc, on va commencer de suite, sans trop tarder, parce que le programme est chargé. On va parler du match de Ligue des Champions contre le Zénith, l'Olympique Lyonnais qui a concédé un match nul, un partout, contre un adversaire, je pense que vous allez être d'accord avec moi, qui était plutôt très faible et qui même, je pense, va être le plus faible du groupe de Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui enchaîne un sixième match nul de suite à domicile, un record en Ligue des Champions. Alors pour vous, messieurs, si on revient sur le match du Zénith, qu'est-ce qui a fauté chez l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qui nous a manqué pour gagner? C'est qui commence? Il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y, c'est la parole. Qu'est-ce qui a fauté? Disons qu'on a quand même eu la possession tout au long du match, mais on n'a vraiment pas su savoir quoi en faire, enfin, un peu comme le début de saison, quoi. Et même au niveau des situations, des occasions, on n'a pas eu grand-chose. Le Zénith a été vraiment très très moyen. L'attaquant Djuba devant, on a l'impression qu'il avait 70 ans, c'est pour ça que Marcelo a quand même bien réussi à le contenir. Et puis sur le reste, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. On n'a pas mis en danger cette équipe du Zénith. On a eu combien de possession? Voilà, franchement, pas si c'est vous un l'avez. peu... La possession, je sais même pas combien on a eu la possession, mais... Peut-être que Yaman il peut l'avoir, mais je pense que la possession, on l'avait certes, mais elle était même pas si claire que ça, dans le sens où on n'avait pas de phase de possession longue dans le camp adverse. On n'a jamais réussi à s'installer dans le camp adverse et à leur foutre en fait. Le Zénith, ça leur allait très bien de nous laisser le ballon, ça leur allait de On a défendre Alors et de d'après, se mis en danger comme ça. Ouais, on t'entend pas très bien, Yanis. On va rappeler Ouais, en vous plus du m'entendez côté là? du Zénith, un peu mieux, un peu mieux. En Un plus peu du mieux. côté du Zénith, pour rappel, il y avait même pas Malcolm sur le terrain, qui est bon, le meilleur joueur de l'effectif du Zénith Saint-Pétersbourg. On commence la Ligue des Champions à domicile par un nul. Qu'est-ce qui Ouais, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Être un peu plus, percutant offensivement parce que si on regarde quand même les 30 premières minutes, l'OL est plutôt, Allez, bien en place, allez le notamment chercher avec plus haut. un Jeff Rennes, Adélaïde qui pour sa première en Ligue des Champions a plutôt été performant. Qu'est-ce qui manque encore à l'Olympique Lyonnais pour faire un match abouti sur 90 minutes? Mais déjà, la volonté d'aller agresser l'adversaire plus haut, on l'a pas eu. Je veux dire, mais certes, la culé et tout fait, j'ai écouté Diaman. Ouais, Yanis, désolé, on t'entend pas beaucoup pour l'instant, on va faire parler capte. Yaman. Peut-être que tu passes en... Je sais pas si t'es en Wi-Fi ou au cas dur, ça. Yaman, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? oui. Bon, alors déjà pour rebondir sur ce que disait Anis tout à l'heure, il m'a peut-être demandé la possession. Donc, niveau possession, l'OL avait 59% de possession. Et même au niveau des passes, si on veut parler du nombre de passes, 567 passes contre à peu près 400 pour les Zénith. Donc, les chiffres de possession et de passes, ils sont plutôt proportionnels, disons. Après, ce qui est bizarre sur ce match, c'est que l'OL a quand même eu 10 corners. C'était un exercice spécifique en corner. C'était vraiment spectaculaire, disons. Et tous ces corners-là, ils ont mené à exactement zéro Parce occasion. Ça que Yanis, m'a interpellé. n'importe quoi. Le Zénith défendait pas les côtés. Donc on arrivait Ouais. souvent sur les côtés à arriver à centrer. Bon, on centrait mal, mais... Et on avait des corners très mal joués aussi. Je crois que c'est pas la première fois. C'est ce que Yanis me disait aussi au match.
Et là, je rigole même pas. Donc voilà, on avait vraiment la place de faire beaucoup plus contre cette équipe. Personnellement, je les ai trouvés très très faibles, le Zénith, dans le sens où ils nous ont pas vraiment inquiétés plus que ça. Ils ont cadré que 2 frappes pendant tout le match. L'OL en a cadré 7. Et bon, les stats, elles font pas tout le match, elles font pas l'impression qu'on a du stade ou pour les replays à la TV, mais n'empêche que l'OL, on avait vraiment la place de faire beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que cette équipe, il lui manque peut-être l'envie ou la volonté de faire du mal à l'adversaire. Normalement, quand on a le ballon, quand on arrive à le tenir, on n'est pas pressé plus que ça. Les joueurs qui nous pressent, ils sont pas suffisamment bons pour nous inquiéter. Normalement, on doit prendre plaisir à les embêter. On doit prendre plaisir à faire des 1-2, des passes et puis redemander dans le dos. Enfin, faire des trucs comme ça qui énervent et fatiguent l'adversaire et qui nous aident à progresser sur le terrain. Mais j'ai l'impression que cette OL-là, en fait, non, on essaie juste de faire une passe. On s'arrête, on essaie de chercher d'autres options, on refait une passe, on s'arrête, on essaie de chercher d'autres options. On n'a pas vraiment des mouvements coordonnés, l'idée justement de passer, de faire un appel juste derrière. Oui, il n'y a pas de collectif, quoi. Mais Oui, ça, voilà, pour vous, collectivement, c'est. Ouais. ça traduit quoi? Un manque d'ambition de la part de l'OL? Ou tout simplement je sais pas, peut-être une peur un peu des joueurs de se découvrir et de risquer de se faire contrer? Je sais pas, les 2 premiers matchs, on voyait les joueurs qui avaient pas vraiment de problème à tenter tous ensemble le pressing qui est fatigant mais qui était super efficace. On a vu tout ça et après, à partir du match contre Montpellier où tout le monde nous annonçait l'enfer, ça a été réellement l'enfer. Même si Montpellier, ils ont été très 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 moyens, très très limités, mais ils ont quand même trouvé le moyen de nous marquer le but qu'il fallait pour gagner. Mais voilà, ce que Silvino a dit aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant en vrai. Ce qu'il disait lui-même, pas ce qu'on traduisait, parce que j'ai trouvé la traduction assez moyenne, ça reflétait pas vraiment le fond de sa pensée. C'est qu'en fait, c'est vrai, les joueurs, ils n'ont pas vraiment confiance en ce qu'ils font. Depuis le match de Montpellier, on a vraiment perdu cette confiance qui fait que voilà, tu prends le risque et tu calcules pas trop derrière, tu prends le risque juste comme ça. Et quand tout le monde prend le risque, tout le monde joue pour tout le monde, finalement, tu as de grandes chances que ça passe et que ça réussisse. Après, quand tu perds un peu la confiance, tu essaies un truc, tu as beaucoup plus de chances de le rater. Et quand tu le rates une fois, tu oses moins d'essayer de le refaire. Et ça te réussit de moins en moins. Et puis, c'est une spirale négative. Et pour moi, on est en plein dedans dans cette spirale-là où on manque terriblement de. Mais ça traduit pas, selon vous, on va dire les faiblesses qu'on pouvait aussi voir du côté de l'Olympique Lyonnais, de son effectif ces dernières années? C'est-à-dire que dès que l'Olympique Lyonnais perd ou dès que l'Olympique Lyonnais est un peu la tête sous l'eau, ça manque de caractère, d'expérience pour pouvoir réagir, sur le terrain et d'avoir une équipe qui soit capable de rebondir, clairement? D'expérience, je sais pas, parce que normalement, quand ton équipe est optimale, tu dois t'appuyer sur un collectif qui te permet même dans des matchs où tu es moins bien, de performer. Là, on l'a pas. On l'a toujours pas. Est-ce qu'on va l'avoir prochainement? Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est plutôt inquiétant. Mais c'est dans la lignée des matchs qu'on a fait. Même dans même dans les victoires, il y a eu des choses qui étaient un peu plus énervantes. On avait notamment je crois qu'on avait tiré 9 fois en 2 matchs. On avait marqué 9 buts ou pas loin. Enfin 9 tirs cadrés, on va dire. Ça a traduit une énorme. On a réussi à marquer beaucoup de buts en très peu de tirs cadrés. Et là, d'un coup, effectivement, quand on cadre plus, ou qu'on cadre et qu'on marque pas, ça devient plus difficile derrière et on encaisse. Andersen n'était pas confiant. Là, contre le Zénith, ça a été Marcelo, il a un peu mieux réussi, mais c'est un tout, c'est surtout le collectif, quoi. Ça se voit que c'est pas encore une équipe, clairement pas. Et d'ailleurs, pour parler de Marcelo, qui a fait un bon match contre le Zénith, qui a été, titulaire contre le PSG. Est-ce que, lui qui avait été mis sur le banc, en début de saison, pourrait, à terme être titulaire, du côté de l'OL? Je vais faire un test. Là, c'est bon ou pas? On t'entend très bien, c'est bon. C'est bon normalement. Ok. Ah, vas-y, fais un test. Ouais. Marcelo, c'est parfait en plus, c'est un sujet que j'adore. Marcelo, ouais, contre Ziouba, il s'en est très bien sorti parce que c'est un profil d'attaquant qui lui va bien, mais il faut le dire qu'il a gagné tous ses duels aériens. Et itérer une bonne performance, mais le fait qu'on était bas, Marcelo, en fait, à pouvoir fournir ce genre de performance, c'est un contexte qui l'a aidé,
même s'il s'est retrouvé parfois en 1 contre 1 avec Neymar, il s'en est pas mal sorti en première mi-temps, quoi. C'est vrai, c'est le contexte qui est important. Après, c'était une défense à 3 contre PSG, mais Ouais, contre ouais. le Zénith, c'est vrai qu'il a été plutôt performant, hein. Mais après, de là à le voir titulaire dans les prochains matchs, Non, faut en déjà, début parce du qu'il est match, blessé pour demain, donc Ouais. début de Déjà, match, Marcelo, faut. Oui, désolé. Vas-y, Anis. non, je disais en début de match, quand on était haut, que Dubois allait chercher le latéral adverse, donc c'était Bernat. On avait des situations où ça devait pas arriver, mais c'est arrivé, où Marcelo était en 1 contre 1 avec Neymar. Et il a plutôt bien joué le recul frein. Il a réussi à plutôt bien jouer le recul frein pour que la défense revienne. Donc, je n'aime pas Marcelo en tant que défenseur, mais je suis assez objectif pour dire qu'il a fait 2 bons matchs cette semaine et que si on peut l'avoir retrouvé un peu mentalement pour pouvoir faire des minutes en défense, si on joue à 3 derrière, c'est sûr qu'il va jouer. Si on joue à 2 derrière, il reste sur le banc, quoi. voilà. Et on revient un peu sur le match du Zénith, sur le but encaissé. Pour vous, qui est fautif sur le but? C'est l'équipe. On Mais en parle. en fait, le problème depuis le toute début de l'équipe. saison, c'est le milieu, c'est le milieu offensif adverse ou l'attaquant adverse qui se retrouve entre les Mm. lignes et on n'arrive jamais à le prendre, ou on défend mal là-dessus, et là c'est typiquement la même chose. Et on prend pareil avec Neymar l'autre jour, même si Neymar a plus de talent, donc il arrive à se Il va va dépêtrer de PSG situation, un peu mais plus voilà. tard. Mais On va là se concentrer ce sur le but du Zénith. Zénith, c'est un 1-2, c'est classique, quoi. Ouais, C'est ouais, du 1-2 mais que tu vois tu vois que tu fais à la PlayStation. C'est la même chose, quoi. Et là, tu l'as en vrai parce que tu as des défenseurs qui ont mal défendu sur le coup et qui n'ont pas pris le joueur. Enfin, bref, c'est un tout. C'est un tout. Que si ce que on tu, revoit le but, ce que tu c'est dis sur un peu une suite d'erreurs collectives, enfin d'individuels qui font que le but en fait fait un petit fiasco collectif. Il y a aussi le rôle de Lucas Touzard sur le but. Je sais pas, Yanis, quand je t'ai présenté tout à l'heure, je parlais un petit peu de Lucas Touzard. Pour toi, qu'on doit beaucoup réagir sur le cas de Lucas Touzard, qu'est-ce que tu lui reproches concrètement quand il est sur le terrain? ce que je lui reproche, c'est d'être en C'est fait pour d'être sur l'Olympique le terrain. Lyonnais de manière. Non, mais en fait, c'est pour moi, il est injouable pour une équipe du niveau de l'Olympique Lyonnais, des ambitions de l'Olympique Lyonnais. Dans le football moderne en 2019, il est injouable parce que rien qu'avec ballon, tu peux pas jouer avec lui. En fait, si tu joues avec lui avec ballon, tu te passes pour la relance d'un joueur avec ballon, puisque si tu joues à 10, parce que il ne comprend pas comment se placer pour être disponible et il est sous pression avec un joueur sur lui. Donc, hormis les 2 premières journées cette saison, il n'est pas capable d'avoir une quelconque influence et il a un déchet technique incroyable s'il est pressé, qui peut nous mettre même en danger. On l'a vu contre Amiens, on l'a vu hier, il est rentré, il fait un truc incroyable à un moment où il a juste en plus à faire une passe latérale et il arrive à se louper. Gros danger. Pour moi, il est strictement injouable pour une équipe comme l'OL. Il pourrait aller jouer dans une équipe comme Everton en première ligue, une équipe qui va jouer en 4-4-2 à plat, où ils vont avoir besoin d'un milieu qui va surtout aller au combat et où les ballons vont passer au-dessus de lui et non pas par lui. Mais à l'OL, avec un milieu qui a besoin de jouer, encore plus si nos latéraux sont pas très hauts à la relance, avec 4 défenseurs plus un milieu très peu disponible, très peu tu perds 5 joueurs à la relance et ton 6 il n'est pas capable de faire des différences, de sortir du pressing, de relancer vers l'avant. Pour moi, c'est pas possible qu'on joue avec lui. Et je préfère vraiment, je suis très honnête, je préfère vraiment jouer avec Maxence Cacré. Il va peut-être avoir des manques dans certains domaines, mais de une, tu vas le faire progresser, et de deux, lui, il est capable de ressortir, il est capable de ne pas être handicapant avec le ballon. Et sans ballon, Touzard, je ne le trouve pas si bon que ça. Je le trouve bon quand il y a un duel purement physique en 1 contre 1, mais dans l'anticipation, dans la lecture du jeu, il est lourd. Ouais, c'est. Pourquoi pour Touzard? Mais c'est ça Ouais. d'ailleurs, on va en parler de ça un petit peu de Lucas Touzard qu'on pourrait mêler au discours de Juninho quand il est arrivé. Avec ce côté, il fallait un 6 à l'Olympique Lyonnais capable d'organiser le jeu. Le profil qui a été recruté pour ça, c'est Thiago Mendes. Depuis, on a fait plus jouer Lucas Touzard en 6 et Mendes en 8. Qu'est-ce que ça traduit pour Silvinho de mettre Lucas Touzard, qui est limite devenu un des indispensables? C'est un manque d'ambition, il n'arrive pas à faire vraiment Il me passer semble- son message, donc il préfère solidifier en se disant je préfère mettre Touzard et qu'on prenne très peu de buts, mais au moins
Enfin, pourquoi il n'arrive pas à mettre ses idées en place pour l'instant, le coach Il, brésilien? il me semble qu'il a aussi fait jouer Toussard plus haut que Thiago Mendes. Il a fait Ça. jouer des fois les deux, mais effectivement là il met Toussard souvent en 6. Il doit dans sa tête, pour lui ça veut dire un mec physique qui va gagner les duels, mais sauf que Toussard il n'est pas adapté à ce foot qu'on recherche. Enfin, je pense. Peut-être qu'il aurait dû progresser quand il était plus jeune. Il a peut-être pas eu le bon entraîneur ou la bonne formation pour le faire, mais je pense que c'est pas adapté à l'OL. Surtout, effectivement, quand nos latéraux sont aussi bas et qu'il faut un milieu qui sache manier le ballon et qui sache relancer proprement. Quand il est sous pression, c'est une horreur. Et puis il met aussi un temps fou à se retourner. C'est juste hallucinant, quoi. Il met un temps fou, donc forcément, comme il met un temps fou, il va repasser par derrière et le jeu Et parce qu'il sait pas prendre l'information aussi. Voilà, il prend pas l'information aussi. Des adversaires où ils sont, les coéquipiers où ils sont. Donc quand tu perds dans ce niveau-là, tu perds ne serait-ce qu'une demi-seconde, c'est fini. Alors t'imagines bien qu'avec Touzard, c'est compliqué. Après, on va pas non plus faire croire que Touzard est le seul problème de l'OL, hein. Ah oui. Mais le salut de l'OL, pardon, ne passera pas par Touzard. Et t'en fais bien d'en parler, Yanis. On a parlé du cas Marcelo, maintenant du cas Touzard. On va regarder un peu plus en attaque sur le match du Zénith avec le cas Bertrand Traoré. L'OL était en 4-3-3 pour jouer le Zénith mardi soir. On voit bien que dans ce dispositif-là, Lyon a quand même beaucoup de mal, et notamment sur le côté droit avec Bertrand Traoré. Alors tout simplement, Bertrand Traoré, c'est quoi? S'il n'arrive pas à progresser, il a tout simplement pas le niveau, ou juste parce qu'il manque de confiance dans tout ce qu'il tente et que ça passe pas. Et où est on va dire le plafond de Bertrand Traoré? On n'arrive pas vraiment à connaître son niveau réel. Qu'est-ce que vous en pensez de son cas? Comme Traoré. toujours, c'est limite. Ouais. Excuse-moi, vas-y, Yaman. Ouais. Vas-y. Ouais, bon, parce que j'ai déjà sauté mon tour pour Marcelo, pour Touzard, donc. Ouais. Ouais, bon, déjà pour Traoré, je pense qu'on l'a vu et que on n'a plus beaucoup besoin de le revoir pour être sûr que son meilleur poste, il est un peu différent que celui d'ailier dans un 4-3-3. Donc pour moi, quand on le fait jouer buteur dans une attaque à deux attaquants, à deux buteurs, là je pense que c'est son meilleur poste. C'est là où il arrive à s'exprimer le mieux. C'est là où il a, comment dire, le plus de chances de se retrouver dans plusieurs positions différentes devant les cages pour essayer de marquer. Alors que quand il est dans un 4-3-3, il va obligatoirement essayer de repiquer sur son pied gauche et enrouler ensuite. Enfin, les possibilités vont être très très limitées. Surtout qu'il n'aime pas trop centrer, même si on a vu par moments qu'il sait bien le faire, et avec son pied droit qui est extrêmement limité. Non, franchement, je pense que dans un 4-3-3, on ne va jamais voir le Traoré sur la durée. Le Traoré qu'on a vu à ses débuts à l'OL, on ne va jamais le voir sur la durée tant qu'il joue dans un 4-3-3. Alors que si on le met dans un dispositif à deux attaquants, et je ne parle pas de la faisabilité de ce truc-là avec les attaquants qu'on a, avec Dembélé et Memphis, tout ça, je pense qu'il passe devant lui. Mais je parle strictement du cas Traoré, je pense qu'il serait mieux dans un rôle de buteur. C'est là qu'on voit qu'il sait faire des appels, qu'il sait être malin, qu'il sait jouer de son corps, se retourner assez vite, faire des appels contre appels, tout ça. Il est très très vif quand il veut essayer de plonger devant un défenseur pour marquer. Donc là, c'est là que ses qualités s'expriment le mieux pour faire des feintes de corps dans la surface, essayer de déborder, mais genre dans la surface. Mais à part ça, disons au large du terrain, ça va pas le faire, il me semble. Et d'ailleurs, on va bientôt parler du match contre le Paris Saint-Germain, mais pour terminer là-dessus, le 4-3-3 à l'Olympique Lyonnais, on voit bien que Memphis Depay, c'est pas un joueur qui peut jouer ailier sur le côté gauche. Bertrand Traoré, comme tu l'as souligné, a des difficultés en étant ailier à droite dans le 4-3-3. Quand on regarde sur le banc, on a Maxwell Cornet aussi qui est plus un joueur d'axe. Martin Terrier qui, on va dire, pourrait être celui qui se rapprocherait le plus d'un profil d'ailier dans un 4-3-3. Tout simplement, Silvinho qui voulait mettre ce 4-3-3 en place, est-ce que il va être, avec le 3-5-2 qu'il a dû mettre contre le PSG, mais aussi par la suite, va être contraint à ne pas pouvoir mettre ce 4-3-3 au vu du profil des attaquants qu'il a à disposition? Ouais, puisqu'on parle de Memphis, franchement, Memphis, on répète, oui, il peut pas être l'ailier dans le 4-3-3, mais au final,
quand on regarde ses performances ou ses stats en tant qu'ailier gauche dans un 4-3-3, au final, il a des stats qui sont pas dégueulasses. Au final, on voit qu'il a un certain nombre de buts. Donc, il a marqué depuis le début de la saison, il a marqué 5 buts, il a donné une passe décisive. Donc, il arrive à se montrer décisif, même sur l'aile gauche. Et donc, il n'est pas vraiment limité ou handicapé, disons, par ce positionnement-là sur l'aile gauche. Franchement, je pense que c'est juste son rôle. Et lui-même l'a dit en conférence, en interview, que dans le système de Silvinho, il a un rôle qui est beaucoup plus important, il est beaucoup plus au cœur du jeu, même si théoriquement sur le papier il est ailier gauche. Mais au final, son rôle sur le terrain, c'est pas d'être un strict ailier gauche. Et ça, on le ressent dans son jeu, dans ses stats, dans ses appels, enfin, un peu partout, quoi. Pour En moi, fait, c'est pas vraiment ça le problème. Donc, niveau gauche, enfin, niveau aile gauche, dans un 4-3-3, on a Terrier qui a déjà rempli le rôle et qui le fait plutôt bien. Et on a Memphis qui le fait aussi, qui fait bien aussi. Mais le vrai problème, c'est le côté droit pour moi. Parce que Traoré n'arrive pas à donner satisfaction. Cornet n'arrive pas non plus à donner satisfaction. Et derrière, on a qui? On a Fofana, on a Cherki, enfin, ou alors tenter de bricoler avec Terrier. Contre sa nature de le mettre à droite. Donc, tous les appels qu'il est habitué à faire à gauche, tous les types de frappes, voilà, la frappe enroulée au deuxième poteau, tout ça, tous ces trucs-là qu'il aime faire à gauche, il ne pourra pas les faire à droite. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment très, très limité sur l'aile droite, mais sur le niveau aile gauche, je trouve que ça va. il faut Après, toujours prendre le contexte collectif, parce que aussi. Memphis, effectivement, c'est bien. En fait, la frustration, entre guillemets, elle vient du fait que le rendement individuel dans le jeu du joueur paraît pas être le même que celui avec les Pays-Bas. Sauf que, comme l'a dit Yamatch, c'est pas pour moi, c'est comme la question de Payet à gauche à l'OM ou pas. La question, c'est l'animation qu'il y a autour et la manière dont il est utilisé. Et Memphis, avoir un contre un gauche parce que le latéral monte pas et qu'il doit faire des différences en un contre un en dribble, c'est pas le profil de Memphis. Memphis, il doit avoir du mouvement autour de lui, il doit avoir des appels et il va être le centre un peu du jeu. Il va être dans les intervalles, il va se positionner pour faire mal à l'adversaire, il va se servir des appels pour prendre les bonnes décisions parce que c'est un joueur qui prend de très bonnes décisions et qui voit très bien le jeu, plus qu'un joueur qui va jouer d'un contre un de dribble. Et je pense que là, elle passe par une animation différente en fait, une animation où les joueurs vont moins toucher le ballon, où il va y avoir beaucoup plus de mouvement. Et contre Paris et le Zénith, le mouvement sans ballon, il était inexistant, quoi. Malheureusement, pour l'instant, c'est vraiment moche à ce niveau-là. Ah bah oui, D'ailleurs, oui, non, sur mais ça, on juste peut pour en finir, parler. Attends, vas-y, Olivier. juste pour finir, c'est évident que si on regarde les Pays-Bas et le rendement de Memphis, il n'a absolument rien à voir. Mais le jeu des Pays-Bas a absolument rien à voir avec le nôtre. Donc c'est une évidence qu'il n'aura pas le même rendement. Et malheureusement, quand contre Paris, il te retrouve avec Depay et Dembélé devant qui reçoivent des ballons, c'est pas des ballons, c'est des trucs horribles quoi. Et tu peuvent rien faire, même contre le Zénith, je veux dire, c'est si Memphis il fait que des 1 contre 1, c'est pas son rôle, en tout cas c'est pas ses qualités. Et il faut du mouvement à côté de lui, et il faut un latéral qui monte, il faut un milieu qui joue avec lui, qui dédouble. Là, il n'y a rien. Donc Memphis est pas aussi bon. Après, il restera quand même un mec capable de mettre des buts et de faire des pas décisifs, mais il sera moins performant que contre les Pays-Bas. Enfin, avec les Pays-Bas, c'est une évidence. Ben, on va reparler du cas Memphis, puisque l'Olympique Lyonnais, comme on l'avait dit en introduction, avait une très très grosse semaine. Et donc a terminé sa semaine dimanche soir avec le gros match contre le Paris Saint-Germain. Un match que l'OL a joué en 3-5-2, on en parlera assez longuement de ce système et de ce dispositif, mais surtout un Olympique Lyonnais qui a joué un Paris Saint-Germain aussi, qui avait joué la Ligue des Champions en milieu de semaine comme nous, mais surtout qui avait quand même beaucoup de blessés en attaque. L'OL a bien tenu son match et a fini par s'incliner 1-0 sur un but de Neymar à la 88e. Alors pour vous, sur ce match-là, qu'est-ce que déjà vous avez pensé de l'OL par rapport au match contre le Zénith? Si vous pouvez faire une petite comparaison, une petite évolution qu'il y a pu avoir entre les deux matchs, sur quel point vous iriez? Moi, juste 10 secondes, c'est 15 minutes et puis c'est tout. Après, le reste, tu peux jeter. Voilà. Non, mais ouais, le problème, c'est que des comparaisons avec Zenit, c'est difficile d'en avoir des progressions parce que avec l'OL, on voit pas de progression, c'est même l'inverse, on voit des régressions au fur et à mesure
des journées, dans l'animation offensive, c'est de plus en plus pauvre et on a l'impression, enfin, je sais pas, mais on a l'impression que les joueurs se découvrent le premier match ensemble et contre le PSG, mais comme l'a dit Olivier, 15 premières minutes où tu vas chercher derrière, c'est ridicule, quoi. Enfin, pas un tir cadré à domicile. Moi, je trouve ça humiliant. Je trouve ça humiliant. On est censé être le premier concurrent du PSG. Le PSG vient décimer. Tu n'arrives même pas à faire une frappe cadrée. Tu n'arrives pas à porter le danger sur le camp adverse. Tu n'arrives pas à sortir le pressing adverse, faire un changement d'aile. L'équipe ne sait pas maîtriser un petit jeu côté pour ensuite changer de côté. On a l'impression que les fondamentaux de la ressortie de balle et de l'animation offensive, on les a même pas et qu'on était apeurés. Et je suis d'accord que le manque de confiance doit jouer là-dessus, mais c'est pas une excuse qui est valable. Et Mais si, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. si on regarde au niveau de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'on a, je sais pas si c'est une question qu'on pourrait se poser, c'est ce que Silvinho a tenté de mettre en place. Est-ce que déjà, pour vous, apparemment, il aurait travaillé ça un petit peu dans la semaine, mais quand vous avez un match de Ligue des Champions en milieu de semaine, est-ce qu'on on a vraiment le temps de travailler ça? Et en plus, quand on regarde le match et l'évolution dans le match, on a l'impression quand même que le coach brésilien a clairement manqué d'ambition sur ce match-là. Et c'est peut-être dit, si on arrive à conserver un 0-0, ce serait pas une si mauvaise chose. Ouais, bah ça y ressemble en tout cas. Pour moi, dès le début, dès qu'on a annoncé la possibilité du 3-5-2, j'avais bien peur que ce soit un 5-3-2 déguisé ou même pas à peine, et que ce soit juste un choix ponctuel pour Paris, pour essayer de les contenir, pour essayer d'accrocher un petit résultat et essayer aussi, comme toujours, comme on le fait depuis le début de la saison, en fait, depuis que Silvino est en fonction, et même avant, essayer de compter sur les exploits individuels pour marquer. Parce que par moment, on ne sait pas, la reprise d'Awar, elle aurait pu passer dedans au lieu de passer au-dessus s'il était un peu mieux placé. Enfin, on aurait pu marquer sur un corner. Enfin, c'est ce type d'exploit-là sur lesquels on avait beaucoup de réussite sur les deux premiers matchs. Je pense qu'on essaie de compter sur sur ces exploits-là pour marquer, pour essayer de ramener des points. Alors, on remarque que si ça a marché sur les deux premières journées, ça reste très compliqué de compter, de dépendre de ça. Donc voilà, pour moi, le choix du système, il était mauvais. Dès le début, j'avais émis des réserves sur ce système-là C'était sûr qu'on allait être à 5 et parce pas que à 3. voilà. Ouais, bah ça se voyait. De toute façon, on est avec les latéraux qui montent pas beaucoup. Bon, après, pour rebondir sur l'histoire des latéraux, bon, on y reviendra en tout cas, mais je sais pas comment dire. On avait vraiment l'impression qu'on avait aucune envie d'attaquer ensemble. On avait vraiment juste envie de défendre. On voulait juste rester derrière, juste ne pas prendre de but et prier pour que le tableau d'affichage, voilà, ils mettent un pour l'OL d'une manière ou d'une autre. C'était tout ce qu'on voulait Il y a- faire. Quand on récupérait la balle, oui, je vais te laisser la parole, mais Ouais, juste quand on ouais. récupérait la balle, ce que j'ai remarqué, tu as juste Dembélé qui est devant, tu as Memphis qui est un peu moins avancé que lui, et après, bah, c'est tout. T'as Jeffrey Nedalaïd qui est pris par deux joueurs, Awar qui est pris par deux joueurs et qui cherche pas trop à sortir du marquage de ces deux joueurs-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis voilà, c'était tout. Et donc forcément, on balançait des gros ballons à Memphis. Qu'est-ce qu'il peut en faire Memphis? Forcément, Memphis, quand il se retrouve face à Thiago Silva ou Marquinhos, est-ce que tu peux l'éliminer par un simple crochet? Bien sûr que non. Est-ce que tu peux essayer de faire une passe vers l'avant? Bah, il n'y a personne. Forcément, tu vas tenter un truc compliqué et très forcément, tu vas perdre le ballon dans 99% des cas. Quand tu essaies un truc compliqué que tu maîtrises pas tout à fait contre un défenseur de classe mondiale comme Thiago Silva, t'as beaucoup de chances que ça ne On, passe pas. Et on donc, va laisser parler un petit peu voilà. Olivier. Là, je sens Ah qu'il non, Il est je chaud. laisse terminer, je qu'il laisse attend, terminer. qu'il attend son Il n'y a tour. pas de Vas-y, souci. vas-y, Olivier. Il est chaud, Non, vas-y. juste qu'à quelques reprises, on a réussi à faire, c'est vraiment deux, trois fois, à faire quelques sorties de balles plutôt propres. Mais après, on a été trop lent pour enclencher la suite. Même Koné sur un côté, il avait la possibilité d'avancer, il ne le faisait pas. Moi, j'ai vu plusieurs fois Denayer lui dire de revenir, donc c'était une vraie consigne. Donc, on est capable de les faire ces sorties de balles, mais d'une, on est trop lent, et de deux, c'est quoi, 3-4 fois dans le match, c'est pas assez, même contre le PSG. Même contre un PSG qui, bon, avec quand même Neymar et Di Maria, faut pas l'oublier. C'est trop peu, quoi. C'est les saisons d'avant, on avait quand même réussi à avoir on avait quand même réussi à avoir des gros matchs contre le PSG, avoir des situations dans des contextes différents, mais là, franchement, y a rien, quoi. Il y a rien du tout. C'est assez inquiétant.
Y a C'est pas... c'est en plus, on va aussi revenir sur Silvinho et ses choix dans le match. Quelque chose, je pense, qui nous a tous marqué durant le match, c'est la sortie de Jeffrey Adelaide pour faire rentrer Lucas Touzard. Alors, déjà, de 1, ça a enlevé l'un des meilleurs joueurs de Ça, c'est l'OL pour sur le Yanis. terrain. Voilà. Et en plus de ça, ça a décalé Thiago Mendes en 8, alors qu'il faisait plutôt un très bon match en 6. Pour vous, est-ce que déjà, il y a aussi une question sur les changements tardifs, pardon, mais qu'il faut évoquer aussi du côté de Silvinho. Il met beaucoup de temps à faire ces changements. Et aussi, est-ce que les changements, tout simplement, étaient les bons dimanche soir? Non, déjà, parce que ça se voit au tableau d'affichage, déjà, même si c'est une analyse assez simpliste. Parce que malheureusement, c'est une constante depuis le début de saison. Il a une lecture des matchs qui m'interpelle énormément, que je comprends jamais. Il sort souvent le meilleur joueur au milieu. Pas la première fois qu'il sort Jeffrey Adelaide. Je me demande s'il n'était pas sorti contre le Zénith. Et Si, il l'avait sorti aussi contre le Zénith alors qu'il faisait un excellent voilà. match. En fait, comme tu as dit, Mendes était bon en 6. Pourquoi? Parce que face au pressing, à la densité parisienne, lui arrivait à sortir, arrivait à garder le ballon, à ne pas la perdre. Et faire rentrer Touzard dans cette situation de jeu-là, pour le mettre en 6, à la limite, pour le mettre en 8 à la place de Oussama Aouar, parce qu'on subissait beaucoup et qui veut que le porteur suive un peu plus Di Maria et le mettre en 8. À la limite, même si je pense que c'est quand même une mauvaise idée, mais le mettre en 6, sortir Mendes de cette zone où il était bon, c'est catastrophique en fait. Je comprends pas du tout ce qui lui est passé par la tête. Et au final, Touzard, il a eu à 2-3 reprises des ballons perdus de très 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 dangereux. Il est plutôt passif sur le but. C'est pas de sa faute si on prend le but spécifiquement, hein. Sinon on peut dire qu'Enitete aussi. Mais le choix de mettre Touzard en 6, de faire monter Thiago Mendes et de faire sortir Jeff Rennes, il a aucun sens. Et comme tu dis, changement très tardif. Il a l'impression qu'il est lui aussi dans un engrenage face aux mauvais résultats de peur. Il cède face à la peur. Il y avait Rémi Garde en phase de crise qui avait aussi cette tendance-là de céder face à la peur et d'être très conservateur, de ne pas oser faire des choix, de beaucoup réfléchir. Je pense que Silvinho, il est comme ça. Et tu additionnes ça au fait que sa lecture de match est très très bizarre. En fait, c'est pas rassurant sur son analyse sur son analyse en live en fait du match, ce qu'il est en train de nous montrer. Et ça a pas de sens. Et ça nous a fait encore plus reculer sur une mi-temps, ou en plus, sur deuxième mi-temps, honnêtement, de souvenirs, ils n'ont pas de grosse occasion, le PSG. Ils sont pas ultra dangereux. Ils n'ont pas vraiment de grosse occasion. Ils sont plus dangereux en première souvenir. Et on va dire qu'on n'était pas d'ajouter Lucas Touzard. Et Je comprends pas. Mais en sans, plus, sans faire de c'est... conclusion hâtive, attends, Lévi, je vais vous Vas-y, lancer vas-y. sur quelque chose d'autre. Sans faire de conclusion hâtive, quand on regarde l'effectif de l'OL qui est assez jeune, c'est aussi ce qu'on avait pu critiquer sous Bruno Genesio, c'est-à-dire qu'on met un coach qui n'avait jamais coaché avant. Là, on se retrouve avec Silvinho qui n'avait pas vraiment coaché au très haut niveau avant non plus d'entraîner l'Olympique Lyonnais. Tu parlais, Yanis, on a l'impression que le manque de confiance joue aussi sur les choix du coach. Est-ce que tout simplement, voilà, sans faire de conclusion hâtive, comme je répète, mais est-ce que finalement ça fait pas trop peu d'expérience et on en demanderait trop après 3 ans de difficultés sous Genesio à Non, Silvio pour le moment? non, parce que c'est pas. Enfin, évidemment qu'un entraîneur qui a de l'expérience, qui n'a pas d'expérience, va faire des erreurs qu'un entraîneur qui a de l'expérience ne va pas faire. Mais à la limite, ça, je pense qu'on lui pardonnerait tous ça. Mais pas si c'est un bon entraîneur en termes de sa vision du jeu, du football et de son analyse tactique. Et ça, c'est des choses qui sont intrinsèques, qui sont au-delà de l'expérience. Je veux dire, évidemment, c'est l'exemple absurde Guardiola, mais tu prends des Nagelsmann, ce genre d'entraîneurs, ils n'ont pas d'expérience, mais dès le début, tactique, technique, l'approche de Silvinho, après, il parle dans une autre langue, donc c'est peut-être pas toujours facile de comprendre ce qu'il dit, mais c'est archaïque dans sa manière de voir le jeu, de voir le football, de concevoir celui-ci. Le truc des latéraux, je pense qu'il va vite devoir revenir dessus parce que en 2019, je connais aucune équipe qui utilise ses latéraux comme ça. Et, et que elle est pardonnable sans problème, mais que sur la capacité tactico-technique de l'entraîneur et sa vision globale des choses.
Ouais, Olivier, excuse-moi de t'avoir coupé la parole tout à l'heure. Tu voulais Non, apporter quoi sur le match du PSG? oui, bah, il fait un changement en fait. Parce que le deuxième, Traoré, c'est à la 88e, quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour mettre un attaquant de plus, pour éventuellement aller chercher dans un désespoir un but, un but un peu chanceux. Mais c'est pas la première fois, surtout. On se rappelle quand même à Montpellier où la fin de match, même si on est à 10, mais il laisse Aouar tout seul au milieu de terrain. Alors que tu avais un Jeffrey Adelaide sur le banc qui pouvait rentrer et amener quelque chose. Enfin, ces changements sont catastrophiques. Clairement, c'est un de ses plus gros points faibles avec le manque de collectif. Ces changements sont absolument catastrophiques. C'est des changements, on a l'impression qu'il y a un mec crevé, il va le sortir. Bon, des fois, c'est même pas vrai parce que Jeffrey Adelaide est capable de faire des différences et ne me semble pas être fatigué et il sort. Mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant sur ce coup-là. Je Un sais autre de pas ses points faibles. je sais pas pourquoi tu dis que Jeffrey Nadal n'était pas spécialement fatigué. Pour moi, il y a plusieurs points en fait qui justifient ou bien qui expliquent en partie au moins le remplacement de Jeffrey Nadal. Parce que pour moi déjà, je sentais qu'il était fatigué, je sentais qu'il était bien fatigué. De deux, parce que c'est un joueur performant, on ne peut pas risquer de trop forcer sur lui au risque de le blesser et de le perdre parce qu'il est performant. Et de trois, c'est que en fait les qualités de ce joueur, elles s'expriment surtout quand il est capable, comment dire, d'aller au combat dans le duel, balle au pied surtout, l'explosivité, toutes ces qualités-là. Et c'est pas vraiment un joueur qui brille par ses notions tactiques, par son placement brillant. C'est surtout balle au pied qu'il exprime au mieux ses qualités. Il sait bien se sortir du pressing, il a la lucidité quand il est en forme de savoir comment se sortir quand il est pressé par deux joueurs, par trois joueurs, quand il est pressé à deux reprises, enfin deux fois consécutives, comment essayer de conserver le ballon même si, bon, contre Paris, c'est souvent sorti du pressing, mais pour au final faire la tête Ouais, de mais c'est trop le et perdre seul le qui nous ballon a quand aidés, même, quoi. parce que non, il nous a pas vraiment aidé, c'est ça le problème en Bah, fait. Le truc, c'est que il s'est sorti du pressing, mais derrière, bah, il perdait quand même le ballon parce que voilà, il n'y avait pas d'option, il n'y avait rien à faire, il a pas su faire le bon choix, il y a plusieurs raisons. Mais au final, c'était beau, c'était gentil, mais ça n'a pas servi à grand chose contre le PSG. Bon, c'est pas le cas de tous ces matchs, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, remplacer Jeffrey Adelaide quand il est fatigué parce qu'il n'aura plus les moyens d'exprimer ses qualités, pour moi, non, c'est pas vraiment délirant, ça se comprend. Après, que faire du changement de Reine Adelaide? Qui faire rentrer? Dans quel système? À quelle position? Là, on peut en discuter autant qu'on veut. Mais le changement de Jeffrey Adelaide, pour moi, c'était pas nécessairement une catastrophe, hein. C'était logique, ça s'explique. Après, il aurait pu sortir à voir. ouais. Je pense que Moi, je oui, pense qu'il aurait c'était. dû sortir à voir et pas Jeffrey Oui, Adelaide. oui, Je- je- pourquoi pas. Mais après, D'ailleurs, sur ça, j'ai une ouais. question à vous poser. Sur le début de saison, on a quand même l'impression que les joueurs sont cramés. Ils ont l'air cuits très très rapidement dans le match. Pour vous, c'est dû à quoi? On a pu voir peut-être des pistes sur un pressing qui serait mal exécuté, qui ferait que les joueurs soient un peu Là, ils cuits, font ou même plus de pressing, donc ils sont. c'est quoi? C'est la préparation qui a été trop intensive pour cette équipe? Quelles sont les causes de ces joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont complètement cuits? Bah, ça, il faudra avoir un préparateur physique pour nous le dire. Mais... Ouais, c'est difficile, c'est très difficile à juger ça parce que je pense que c'est lié aussi au fait de c'est lié en fait, tout est lié. Le physique est lié au mental et lié à l'aspect tactique en fait au final. Quand tu sais pas ce que tu dois faire, les joueurs sont toujours plus enthousiasmés et sont toujours moins fatigués quand ils prennent du plaisir sur le terrain. Et je pense qu'ils en prennent très peu en ce moment du plaisir sur le terrain et que par conséquent, par exemple contre Paris, au bout d'un moment courir après le ballon, ne pas jouer avec le ballon, ne pas être dangereux sur le camp adverse, ne pas avoir d'allant, ça pèse mentalement et donc ça pèse physiquement. Je saurais pas dire si physiquement on est en dessous de ce qu'on était l'année dernière à la même époque, par exemple. Comme l'a dit Olivier, on n'est pas préparateur physique, même si on a des impressions par rapport à ce qu'on voit dans le stade. Mais je pense que c'est lié au fait que l'équipe est dans un creux jeu, dans un creux de confiance et que c'est difficile dans les têtes. Donc, c'est difficile de prendre du plaisir pour eux. Bah, c'est évident, ça paraît évident parce que tout simplement, si on veut imaginer juste un scénario pratique, peut-être que ça permet de comprendre un peu mieux l'idée.
Tout simplement, je suis milieu relayeur et voilà, on était en train d'attaquer, on a raté une passe, on a subi un pressing, on a perdu le ballon. Donc là, on doit récupérer. Chacun, normalement, il connaît son rôle. Donc moi, le relayeur, vas-y, je dis n'importe quoi, je vais attaquer par exemple le latéral parce qu'il est placé d'une manière à recevoir le ballon. Et voilà, je le fais une fois, on récupère pas le ballon. Je le fais une deuxième fois, on récupère toujours pas le ballon dans une deuxième situation. On le refait 3 fois, ça marche toujours pas. Derrière, on prend un but. Forcément, tu sens que cet effort-là, tu l'as fait 1, 2, 3 fois, c'est extrêmement fatigant, c'est des courses à très haute intensité, et que ça n'a servi à rien. Forcément, ça va te décourager de le refaire, de le retenter une 4e fois, et tu vas te dire, bon, on va peut-être essayer autre chose parce que c'est peut-être pas ça exactement que je dois faire, même si c'est une consigne, peut-être que le coach se trompe, peut-être que voilà, tu te poses forcément des questions, et forcément, tu vas pas refaire ces mêmes efforts de la même manière. Et après, il y a le rôle, il y a voilà, la relation entre le physique et le mental, le fait que voilà, faire les efforts dans le vide, ça donne plus vite une sensation de fatigue. Donc là, j'essaie juste de donner un petit Et scénario puis, pratique de comment ça peut se manifester chez les joueurs. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il y a un problème, je sais pas, non, mais je dirais même un problème tactique. Je pense que je dirais un problème tactique, que les joueurs n'arrivent pas encore à trouver leur repère dans ce système, dans les consignes de Silvinho. En plus d'avoir un système qui est complètement différent, donc des contraintes physiques complètement différentes, donc il se peut qu'il y ait vraiment un problème physique et que les joueurs soient cuits, même si sur les réseaux sociaux, Antonin, il confirme que ce n'est pas le cas et qu'ils sont tous en forme et tout. Donc voilà, si on lui fait confiance et tout, moi je dirais que c'est plutôt un problème tactique et que les joueurs n'arrivent toujours pas à comprendre exactement leur rôle ou les consignes qui leur sont demandées. Donc je vais donner un exemple à ce sujet-là. Le rôle de nos relayeurs contre les derniers matchs. Donc par exemple contre le PSG, quand on parle d'Oussama Aouar qui vient un début de saison compliqué. Donc tout simplement, en première mi-temps, ce que j'ai vu d'Aouar contre le PSG, c'est qu'il restait derrière, il se plaçait sur les lignes de passe pour essayer d'empêcher les passes d'arrivée, et ça a plutôt bien réussi. Il a coupé plusieurs ballons, certains qui sont sortis en touche, en corner, etc. Il a coupé certaines passes, et il ne montait pas assez. Mais en deuxième mi-temps, c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'il ne revenait plus pour défendre autant. Bon, l'équipe n'en avait pas spécialement besoin, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions de son côté-là. Donc tactiquement, c'était pas vraiment justifié qu'il reste derrière de son côté. Mais le problème, c'est que offensivement, quand on prenait le ballon, il est resté derrière les deux relayeurs du PSG. Il n'essayait pas, par exemple, de descendre ou de bouger pour aller chercher le ballon. Donc la consigne dont on a parlé au tout début de saison, que le 6, voilà, il doit orienter le jeu, et les 2-8, ils montent direct derrière la ligne de milieu pour les occuper et pour qu'on puisse éventuellement faire autre chose. On l'applique un peu trop à la lettre. On n'arrive pas à comprendre s'il y a des alternatives qui peuvent dépendre de l'adversaire. C'était bien le cas contre le PSG, parce que contre le PSG, tout simplement, si tu es un 8 et que tu te mets derrière les deux milieux du PSG, le PSG, ils s'en fichent. Ils n'ont pas besoin de ces 8-là que ce soit pour attaquer, pour défendre. Ils ont suffisamment de qualité individuelle devant ou derrière pour s'en sortir sans eux. Donc ouais, au pire, voilà, on sacrifie 2 joueurs ou 3 joueurs pour prendre Aouar et Jeffrey Nedelaïd, et puis on s'en fiche, c'est pas très grave. Mais pour l'OL, par contre, c'est très très grave quand ton relayeur, quand un de tes deux relayeurs ou tes deux relayeurs sont complètement pris. Et donc forcément, quand ça marche pas, voilà, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont un peu, ou surtout Aouar, on sent qu'ils sont un peu perdus tactiquement sur le terrain, ils comprennent pas exactement leur rôle ou les différents scénarios, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans les différentes situations. Merci Yaman pour ton édito fantastique sur le milieu lyonnais. On va du coup Fallait enchaîner bien passer avec par là. on va enchaîner avec le match de demain, parce que l'OL n'a même pas le temps de se reposer, et Silvino n'a pas le temps de vraiment bosser à l'entraînement, puisqu'il enchaîne dès demain avec Brest à l'extérieur. Un match où l'OL devra se priver de Dubois et de Marcelo. Donc déjà, première question, est-ce que l'OL va revenir à un dispositif à 4 défenseurs? Je pense que on n'a pas le choix déjà au niveau de la composition du groupe. On va revenir à la double question, c'est est-ce que c'est un 4-3-3, est-ce que c'est un 4-2-3-1? Apparemment, ce sera plus un 4-2-3-1 ou 4-4-1-1 comme vous voulez. À voir mais comme d'habitude, c'est une question d'animation. L'autre question, c'est de savoir qu'en revenant à 4 derrière, est-ce qu'on va garder nos latéraux aussi bas que sur les journées?
Ce qui serait un problème en termes de remise en cause parce qu'il y a un risque que Lucas Touzard joue malheureusement et qu'on va repartir avec le même schéma. Et Brest à domicile, ils ont beaucoup d'allants. Ils sont dangereux sur les transitions et on risque de se faire vite enfermer comme on a fait à Amiens dans une spirale de jeu. Demain, clairement, on verra pas du beau football parce que de toute façon, ça va pas arriver comme ça. L'important, c'est un peu con de dire ça, mais c'est de gagner, mais de mettre la meilleure équipe possible pour gagner. Telle que j'ai vu pour l'instant passer dans les compos probables, pour moi. Et demain, si on ne gagne pas, attention au niveau comptable, au niveau de la confiance, et attention au niveau des joueurs, parce que pas ça totalement innocemment, mais il y a des joueurs qui poser des questions vis-à-vis du coach, à être douteux vis-à-vis du coach dans le groupe eux-mêmes, parmi nos joueurs. Et ça peut être très, très dangereux pour Silvinho pour notre saison. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question d'ailleurs demain, et Yanis en a bien parlé. C'est la question un peu con, mais c'est demain, est-ce que c'est tout simplement victoire impérative? Parce que Brest est 15e, l'Olympique Lyonnais quand même dans sa semaine, on va dire, très importante de la semaine dernière, a clôturé sa semaine sur 2 matchs à domicile en Ligue des Champions et contre le PSG avec un match nul et une défaite. Demain, est-ce que si en cas de match nul ou voire même pire défaite, est-ce que ça pourrait vraiment, on va pas dire être la crise, sans employer des mots un peu abusés, mais est-ce que ça serait pas déjà un peu l'urgence du côté de l'OL? Ah, mais c'est une évidence que c'est. C'est la victoire à tout prix en fait. Il n'y a même pas à savoir ce qu'on va faire dans le reste, dans le match. T'es obligé de gagner, t'es obligé même de gagner contre Nantes ensuite. En fait, t'es obligé de prendre 6 points sur les 2 matchs parce que si t'en prends 3 sur 6, c'est une catastrophe déjà. Donc j'imagine même pas s'il y a de défaites, mais demain, il faut gagner, il faut que les joueurs se rassurent, il faut que tout le monde se rassure, il faut que l'atmosphère s'apaise un peu aussi. Parce qu'on a quand même eu pas mal de sifflets les 2 derniers matchs au stade. Mérité. Oui, c'est mérité, mais voilà, il faut que ça s'apaise, il faut prendre des points, c'est tout. Il n'y a que comme ça aussi qu'on va pouvoir progresser. Après, évidemment, il y a tout le reste, il y a le collectif, mais si tu prends pas les points maintenant, moi, Silvino, je pense que ça va être rapide. Et pour le coup, comme c'est pas Bruno, je veux dire, on va pas passer par 4 chemins, je pense. Et d'ailleurs, Bruno qui est à Pékin, qui attend juste l'appel de Jean-Michel pour prendre le premier avion et revenir à Lyon. Est-ce que non, mais c'est tout sérieusement, est-ce qu'avec un coach qui n'arrive pas encore à s'intégrer, qui a du mal à parler avec son vestiaire, hormis pour les Brésiliens et les anglophones, s'il y a défaite demain ou résultat négatif, est-ce que ça peut pas comment dire, le bloquer comme Yanis pouvait l'évoquer, déjà avec une bonne partie du vestiaire, et que ça soit déjà une situation un peu intenable pour le reste, parce que il y a Brest, ensuite Nantes, après il y a le match de Ligue des Champions contre Leipzig, l'Olympique Lyonnais enchaîne très très vite les matchs. Et le Là, derby. il y a le derby aussi qui arrive derrière. Là pour Silvino, il n'y a même pas le temps de réfléchir, quoi. C'est faut gagner. Mais c'est sûr qu'il faut gagner. Après, toi, tu disais qu'il ne faut peut-être pas parler de crise, mais moi, je te dis, si, on peut carrément parler de crise si on n'arrive pas à gagner ce match ou limite ce match et le suivant. On peut appeler ça une crise parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à faire des résultats. Ça fait peut-être un mois qu'on n'a pas gagné et on n'a pas gagné pendant tout ce mois-là. Donc oui, on peut appeler ça une crise. Après une crise, on peut s'en sortir. C'est pas spécialement la fin du monde. Mais on a senti ces derniers jours Jean-Michel Aulas qui essaie d'être bon, il essaie de montrer une certaine confiance, mais avec un certain plafond, avec certaines limites. Au final, on se rappelle, Silvinho, son contrat, c'est un contrat de 2 ans, c'est tout. Donc au final, ce serait pas la fin du monde financièrement pour l'OL de s'en passer, de terminer, de mettre terme à son contrat. Si jamais, bon, j'ai toujours espoir que ça s'améliore et que ça se passe bien pour la suite. Mais bon, disons, dans le pire des cas, c'est l'Olympique Lyonnais, il peut éventuellement, si ça tourne mal niveau résultat, si ça tourne mal surtout dans le vestiaire, il peut éventuellement se passer de Silvinho. Donc il y a une nécessité absolue de résultat, que ce soit pour l'OL ou pour Silvinho.
D'ailleurs, tu S'il fais y a bien pas le noter sur ça, Yaman. Après, je te laisse parler, Yanis. Sur Jean-Michel Aulas, qui a eu des petits soucis de santé là récemment, qui est revenu avec des déclarations dans la presse lundi. Aujourd'hui, il était à l'entraînement. On sent qu'il veut reprendre un petit peu les choses en main, sûrement qu'il va réapparaître pour éteindre l'incendie. Pour vous, là, quand on est dans la position de Jean-Michel Aulas, qui pour la première fois a mis en place un directeur sportif avec le retour de Juninho, Silvinho qui est en difficulté, comment il peut agir là maintenant, Jean-Michel Aulas, parce qu'il ne sait plus les situations comme avant où il pouvait se mettre devant Bruno Genesio ou les coachs qu'il y avait avant. Comment il peut agir? Bah, ce que tu as dit, c'est ce que j'allais dire vis-à-vis d'Olas. Parce que j'allais dire qu'en cas de mauvais résultats cette semaine, donc pas 6 points cette semaine, il y aura un retour en premier plan de Jean-Michel Aulas, un retour de prise, un peu plus de prise de contrôle de Jean-Michel Aulas. Ouais, avant le La seule derby. chose que j'espère, c'est que s'il doit y avoir scénario Kata ou Vigno, et c'est terrible parce qu'on est qu'en septembre, mais il est déjà dans une spirale très négative au bout de 2 mois de coaching, 1 mois et demi même. Et si on doit se changer d'entraîneur, la seule chose que j'espère, c'est qu'on garde toute confiance en Juninho, continue sur le travail de fond que Juninho a voulu faire, a commencé, et qu'on ne remette pas tout en cause. On peut remettre en cause le profil, la compétence ou le profil d'un coach et de son staff, malheureusement, qui est dernier. Mais on ne doit pas remettre en cause ce que fait Juninho. Et je prends des suppositions. Dans ce cas-là, il est important que Juninho remette au centre le jeu et la compétence de jeu pour un éventuel futur coach. Et c'est dans ce cas de figure. C'est ce que je voulais dire. Ok, messieurs, parfait. On va conclure avec vos pronos. Sachez que notre partenaire Parion Sport vous permet d'avoir une cote boostée en pariant sur le match de Lyon demain, avec la cote de Lyon marque sur penalty qui passe de 5,50 à 7. Pour vous, messieurs, rapidement, un petit prono pour demain. Je donnerai à la fin, moi. Vas-y, Yanis, on n'a pas entendu. Je suis pas bon en prono, mais je vais dire allez, 1-2 pour l'OL. Yaman. Ouais, pareil. Ouais, franchement, je pense que Brest va nous poser pas mal de soucis. Donc, Oui, ce serait pas étonnant. je vois bien un match nul. Moi. Je vois bien un match nul un partout. Et du genre, on se fait égaliser à 10 minutes de la fin, comme on a l'habitude de se faire égaliser. Et Fort sachez possible. qu'avant que nos auditeurs partent, Histoire qu'on passe un mercredi absolument incroyable. Voilà. avant que nos auditeurs partent parier sur Parion Sport, je me suis complètement loupé. C'est pas une cote sur le penalty, mais bien la cote Dommage. sur Jeffrey Adélaïde buteur, qui est boostée pour demain. Donc à voir s'il est titulaire, parce que pour l'instant on l'annonce À en voir où il joue balotage aussi. avec Parce que Lucas s'il joue, Touzard au milieu de terrain. Voilà, et donc un maillot aussi est à gagner, bien évidemment, de l'Olympique Lyonnais. Et on va conclure sur ça en espérant vous retrouver lundi, bien évidemment, avec une victoire de l'OL. On parlera du match de Brest et du match en Ligue des Champions contre Leipzig avec un ami à moi, Batindi, un expert du foot allemand qui sera présent pour vous parler putain. de ces matchs contre C'est parlé, le club allemand en Ligue des Champions. Oui, il sait parler de football, il connaît la Bundesliga, donc on aura plaisir d'être avec lui. Et donc, on va conclure en souhaitant un joyeux anniversaire à Cameron d'Inside Goals. Donc voilà, happy birthday Cameron. Et quant à nous, on se retrouve lundi. Passez une très bonne soirée et à bientôt. Ciao. Allez, ciao.